Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 15 de ce Tour de France. Dernière étape de cette deuxième semaine qui, encore une fois, aura été assez courte du côté de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et moi, c'est que ça va les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos, dès qu'elles apparaissent dans votre fil d'actualité, parce que ça permet de mettre plus en avant les vidéos sur YouTube. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est de rajouter la petite cloche. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Cette étape numéro 15, étape que l'on savait ce matin de transition, étape qui était destinée aux baroudeurs. Je pensais pas que l'échappée mettrait quand même 80 km à se former, mais c'est un peu la ritournelle de ce Tour de France. On a des échappées qui mettent beaucoup de temps à se former, c'est pour ça qu'on a aussi un Tour de France extrêmement rapide qui fait que la course se décante énormément, parce que plus la course est lente, moins tu pioches, on va dire, dans tes ressources. Donc plus tu peux limiter la casse, même s'il y a un mec qui fait une grosse accélération. Plus la course est rapide, plus la course est dure, plus les mecs qui dominent font des écarts monumentaux, hein. Ça c'est aussi une des clés, en plus du fait que Vingegaard n'a pas eu une saison sans problème, ce qui est le cas de Pogačar également. Bon, on va revenir tout de suite sur le résumé de cette étape. Non, on peut parler avant du résumé de l'étape de Ineos hier. Donc la voiture de la Ineos, le pilote s'est pris un jaune et 5000 francs suisses. Bon, je trouve ça sévère quand même les 5000 francs suisses, mais bon. C'est l'UCI qui a décidé. Faut savoir que la madame n'a même pas demandé l'aide des gendarmes, hein. On ne sait même pas qui est véritablement cette personne, il n'y a pas eu de nom. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de cas, vous avez parfois des gendarmes qui sont pas très loin, ce qui n'était pas le cas à cet endroit-là, ou du service de ASO qui ensuite renvoie vers un gendarme, un CRS, un policier, tout dépend des zones en France entre police et gendarmes. Il faut savoir qu'il y a des zones précises, il y a des zones c'est les gendarmes, il y a des zones c'est la police qui intervient. Et ce qui fait que là, cette madame n'a même pas demandé d'assistance médicale. Donc en gros, on ne sait même pas qui est cette personne qui s'est fait renverser, ce qui pour dire quand même que l'impact s'est fait à faible vitesse. Donc 5000 francs suisses, je trouve ça un petit peu fort de café, en sachant qu'en plus de ce qu'a dit Dempster, qui était à côté dans la voiture, en gros, ils essayaient ils voulaient dépasser l'homme de tête, mais en même temps, il y avait des motos qui voulaient dépasser. Donc en gros, ils se sont un peu plus rabattus proche du public, même s'il y avait encore techniquement de l'espace avec le public, pour laisser passer les motos et dépasser en fait derrière les motos derrière. Et qu'ensuite ils se sont arrêtés, hein. La voiture s'est arrêtée pour savoir si la personne allait bien. Moi je reste quand même du parti que cette madame-là n'avait rien à foutre là, surtout qu'elle était dos à la route, donc dos à la circulation, donc j'ai envie de dire même, heureusement presque, heureusement, enfin dans son malheur elle a eu de la chance. Pourquoi elle a eu de la chance? Parce que là c'est une voiture de Ineos, donc ça reste une voiture de tourisme traditionnelle. Imagine, c'est une voiture, c'est un char du Tour de France, elle est dans la même situation avec un char du Tour de France, c'est pas la même chose, et imagine, elle fait tomber 4 coureurs ensuite. Bah ouais, ça aurait pas été la même, hein. Et je pense que il y a des gens dans les commentaires qui auraient pas eu la même réaction. Donc elle a eu presque de la chance dans son malheur que ça soit une voiture qui n'était pas non plus en train vraiment de faire la manœuvre de dépassement et d'accélérer pleine bourre, parce que là elle a dû être, je pense qu'on était à 25 km/h, un truc comme ça, donc le choc n'a pas été extrêmement violent, surtout que maintenant avec les voitures modernes, les pare-chocs sont quand même faits pour avoir des capacités de déformation assez importantes, mais encore une fois, cette madame-là n'avait rien à faire là. Comme aujourd'hui on a vu des mômes courir sur le bord de la route,
des mômes, je dirais, de 12-13 ans, donc qui n'étaient pas à côté de leurs parents et qui couraient sur le bord de la route. Ça aurait été bien que les parents soient là pour les surveiller, comme trop souvent dans ce genre de gros événements où on se demande ce que font parfois les parents. Mais les parents, c'est un job, un plein temps. Si vous voulez pas se faire ce job-là, vous savez, il y a un truc qui s'appelle le préservatif. C'est vachement bien, hein, ça permet de pas avoir d'enfant. C'est une belle invention. Hein. Bon, on passe à cette étape. Malgré tout, comme le règlement maintenant est super bien fait, avant, un coureur comme ça, on l'aurait mis hors course pendant un jour. Ce qui s'était passé pour Thomas Voeckler, par exemple. Sauf que maintenant, il y a le système du carton jaune. Donc même si vous faites une énorme connerie, par exemple, là, ils auraient renversé exprès, je sais pas, un spectateur qui pourtant était sur le trottoir, ils auraient dévié de leur trajectoire, ils auraient fait tomber un spectateur sur le trottoir, ils seraient pris un carton jaune et ils seraient quand même repartis le lendemain. Ils n'auraient pas été mis hors course, parce qu'on ne peut plus mettre des gens hors course avec ce système de carton jaune. C'est quand même bien fait le règlement de l'UCI, hein. Il y a vraiment des gens qui se sont creusés la tête, hein. Voilà, c'est pareil pour les sprinters. Si un sprinter aujourd'hui donnait d'énormes coups de casque à un adversaire, ou faisait tomber exprès un adversaire, je pense qu'il se prendrait que carton jaune, on ne pourrait pas le mettre hors course. Voilà, bien fait au niveau du règlement. Bon, étape numéro 15, beaucoup d'attaques en début de journée. Beaucoup d'attaques. On savait que beaucoup de coureurs voulaient prendre l'échappée, et notamment les animateurs Abrahamson et Mauro Schmitz. Abrahamson qui aura été l'animateur de cette deuxième semaine. Je ne sais pas s'il fera partie des nominés demain au niveau du classement du combatif. On a eu également Nelson Poles qui a attaqué. Et au bout d'une quinzaine de kilomètres de course, on a eu une chute. Chute avec Lipovitz à la Philippe. Van Dijk également, Consoni, Benoît, Castrillo qui sont dans cette chute. Pas une bonne nouvelle pour le troisième du classement général Lipovitz. Pas une bonne nouvelle également pour Alaphilippe qui pouvait faire partie des prétendants à la victoire aujourd'hui, qui faisait partie de ma grosse cote. Alaphilippe qui va même se remettre l'épaule. On l'a su après l'étape et qui passe en ce moment des radios pour cette épaule. À 148 km de l'arrivée, on a une attaque avec Van Der Poel et Germeyer. Et ensuite Van Der Poel et Moritz à 143 km de l'arrivée. Nous sommes à 128 km de l'arrivée à ce moment-là, et je vais vous donner un petit peu la situation à ce moment-là. Nous avons une échappée qui est composée de Tim Willems, Campenaerts, Van Aert, Enkorn du côté de la Soudal Quick-Step. Nous avons également Nelson Poles du côté de la EF. Vous savez qu'Enkorn, on l'avait assez peu eu jusqu'à maintenant sur ce Tour de France. Vous avez également Mohoric, Clément Russo du côté de la Groupama FDJ, Caden Gross, Van Der Poel du côté de l'Alpecin de Koninck, Matteo Vercher du côté de la Total Energy, Andresen pour la Team Picnic, Lutsenko Stewart pour Israël, Deli, Jared Dresners du côté de la Lotto. Mais comme vous le comprenez bien, il y a encore beaucoup d'équipes qui ne sont pas présentes dans cette échappée. Nous arrivons au sprint intermédiaire. C'est Van Der Poel qui s'impose devant Arnaud Dely. Et Clément Russo va être lâché du côté de l'échappée de tête dans la côte de Saint-Ferréol. Et c'est Lutsenko qui prendra les points devant Nelson Poles, mais c'est assez anecdotique car ces deux coureurs n'ont pas beaucoup de points du côté du classement. À 92 km de l'arrivée, nous avons des nouveaux coureurs dans cette échappée parce que comme l'échappée a eu 20-30 secondes d'avance, pas mal de coureurs ont réussi à rentrer dans ce groupe et d'autres se sont fait lâcher. À ce moment-là, donc nous avons désormais Tim Willems qui est dans l'échappée, le champion de Belgique. Il est accompagné de Victor Campenaerts et de Van Aert du côté de la Visma. Enkorn toujours du côté de la Soudal Quick-Step. Nelson Poles toujours du côté de la EF, comme Mohoric du côté de la Bahreïn. On retrouve Jasper Stuyven désormais et Quinn Simons du côté de la Lidl. Caden Gross et Van Der Poel toujours du côté de l'Alpecin. Michael Storer est désormais là du côté de la Tudor. Matteo Vercher et Andresen sont toujours là, comme Lutsenko et Stewart. Et nous avons Arnaud Dely et Dresners. Nous avons ensuite pas mal d'attaques en contre, notamment Axel Laurence, notamment Matteo Jorgensen, qui seront repris par le peloton. Et puis, nous allons avoir pas mal d'attaques dans le groupe de tête à partir du 88 km de l'arrivée, mais aussi dans l'échappée, ce qui va recomposer également le groupe de poursuite. Ce qui fait que
on se retrouve à 89 km de l'arrivée à avoir une attaque de Tim Willems avec Mohoric, Campenarts, Powlett, Quinn Simmons, Storer, Lutsenko également. Ces hommes-là ont 40 secondes d'avance sur un autre groupe qui est juste derrière cet autre groupe, donc de ce groupe de poursuite qui a été recomposé à 87 km de l'arrivée. Normalement, je devais avoir la composition de ce groupe, mais la composition de ce groupe a disparu par malheur. Donc avec un groupe de poursuite recomposé, notamment avec l'arrivée de Warren Barguil, de Jordan Jegat, d'Axel Lawrence, de Carlos Rodriguez, qui sont là à ce moment-là. Nous avons donc ces hommes-là qui sont à 40 secondes, le peloton à 1 minute, en sachant qu'à ce moment-là, nous avons deux coureurs qui ont des soucis, à la fois Benelli, à la fois Vingegaard, qui se retrouve à avoir des problèmes mécaniques et qui vont passer un petit peu de temps du côté de la voiture, dans les voitures de directeurs sportifs. Dans le groupe de poursuivants, on va avoir pas mal d'accélération aussi. Thibaut Nice qui fait partie de ce groupe-là, Madouas qui a intégré ce groupe, Vandenbroek, Pascal Enkorn également, Ben O'Connor, Leknesund, lui, va attaquer dans la descente du deuxième col de la journée et il va réussir à rejoindre les hommes de tête à 63 km de l'arrivée. Ça sera le cas également pour d'autres coureurs, car nous avons l'accélération de Vlasov et Barguil qui vont réussir également à revenir dans le groupe numéro 1 à 57 km de l'arrivée avant le dernier col de la journée, le pas de 100. Dans le pas de 100, j'essaie de m'y retrouver parce que c'est un petit peu le bordel. Je pensais que j'aurais les différentes informations, voilà, et les informations ont un petit peu disparu. Dans le pas de 100, nous avons des accélérations avec notamment Michael Storer qui tente comme Quinn Simmons ou encore Campenarts et Tim Willems qui vont rentrer également dans le groupe de tête. Dans le pas de 100, c'est Storer qui passe en tête. Mais derrière, il y a Campenarts, il y a également Tim Willems et il y a également Quinn Simmons avec lui à ce moment-là. Ils sont ensuite rejoints quelques kilomètres après par Vlasov et Barguil qui ont fait un énorme effort pour entrer avec également Lutsenko. Ce qui fait qu'on se retrouve en tête, avoir 8 coureurs en tête. Tim Willems, Campenarts, Carlos Rodriguez qui fait également son retour, Vlasov, Quinn Simmons, Storer, Barguil, Lutsenko. Mais ce groupe de 8 ne restera pas longtemps à 8 car à 43 km de l'arrivée, nous avons l'accélération de Tim Willems. Tiens, 43 km de l'arrivée, ça nous rappelle un petit peu les championnats de Belgique. Derrière, l'écart va rester à une dizaine de secondes. On va avoir même Barguil et Storer qui vont essayer de suivre, mais qui vont serrer le moteur à ce moment-là. Et ensuite, dans le groupe de poursuite, eh bien, Campenarts va arrêter de prendre des relais, ce qui va complètement anéantir les chances de ce groupe de revenir sur Tim Willems qui va le prendre de l'avance. À 30 km de l'arrivée, il a 45 secondes d'avance sur Rodriguez et 45 secondes d'avance sur le groupe numéro 2 et 1,05 sur Rodriguez. Le peloton à ce moment-là s'est arrêté, mais depuis bien longtemps. Il y a 7 minutes quasiment. EF commence à faire un petit tempo parce que Jordan Jegat, qui est toujours intercalé, commence à être un petit peu dangereux. Et puis après, eh bien, ça va rester comme ça en statu quo jusqu'à 5-6 km de l'arrivée où les groupes vont commencer à se resserrer, notamment le groupe numéro 2 qui va se faire reprendre par Wout van Aert, par exemple par Julien Alaphilippe qui vont revenir de l'arrière. Tim Willems lui s'impose derrière. Gros sprint dans un premier temps, on a une attaque également de Campenarts à 3-4 km de l'arrivée et puis ensuite gros sprint derrière qui sera remporté par Julien Alaphilippe qui va lever les bras car il pensait qu'il s'imposait. Il n'avait pas vu Campenarts, donc là peut-être une erreur d'inattention à ce moment-là et sa radio, elle, ne marchait plus. Et c'est une étape quand même qui a été extrêmement rapide aujourd'hui, 47,4 de moyenne, encore en avance sur l'horaire le plus rapide.
J'espère que vous avez tout compris malgré ce résumé qui est un petit peu difficile de tout remettre en place. Note de l'étape, moi j'ai décidé de mettre 13 sur 20. C'est une étape correcte aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de spectacles pour prendre l'échappée, mais comme les derniers jours, peut-être qu'il y a aussi une lassitude au bout de 15 jours de course, parce qu'on a un scénario qui est assez récurrent désormais, avec une échappée qui fait beaucoup de temps à sortir, donc ça m'impressionne peut-être un peu moins aujourd'hui. Non, pourquoi je mets pas plus? Parce qu'en fait, il y a eu assez peu de tactique du côté de cette étape. Les coureurs qui ont été lâchés, ils étaient lâchés parce que ils étaient moins forts. Quand ils revenaient de derrière, c'est parce que devant, en fait, il y avait une sorte de statu quo à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu forcément énormément de tactique, à part Tim Wellens qui a plutôt bien géré sa barque aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à creuser un écart au bout d'un moment, parce qu'il les a eus, parce qu'on ne lui en a pas demandé assez, tout simplement. Sinon, pour les autres, je dirais que voilà, j'ai pas grand-chose à analyser. C'était au niveau des jambes. Soit tu avais les jambes, soit tu les avais pas. Il n'y a pas eu vraiment de situation tactique, à part Tim Wellens qui, je trouve, a très bien géré de ce côté-là. Donc il m'a manqué un peu de tactique, voilà, dans les 40 derniers kilomètres. Moi, je m'attendais à ce que on ait des différences qui se fassent dans le pas de 100 et qu'ensuite on ait une recomposition peut-être d'une dizaine de coureurs dans la descente et qu'il y ait pas mal d'attaques sur le plat avant Carcassonne. Et que là, ça soit extrêmement tactique et en fait, bah, j'ai pas eu ça parce qu'il y a eu assez peu d'attaques dans cette portion de plat jusqu'à Carcassonne. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pris autant de plaisir que certains avec cette étape. Donc voilà, je mets un 13 sur 20, mais ça reste une étape qui se regarde tout à fait. C'est une bonne étape de transition, hein, mais moi, il m'a manqué peut-être un peu de tactique, voilà, en fin de journée. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Julien Alaphilippe en plus. Non, belle étape de Julien. Quand tu sais que donc il s'est remis l'épaule quand même en cours d'étape. C'est à la Roglic style. Est-ce qu'il a utilisé une chaise de jardin pour faire ça? On ne sait pas du côté de Julien Alaphilippe. Non, mais il fait une belle étape parce que pour un mec il n'avait pas les possibilités de suivre dans la montée, il arrive quand même à finir 3e aujourd'hui, Julien Alaphilippe, alors que pour moi, il n'a pas forcément les jambes pour suivre aujourd'hui dans la montée. Quand tu vois les mecs qui sont dans l'échappée, quand tu vois qu'il y a du Koen Simons, du Tim Wellens, Koen Simons il est en super forme depuis le début de Tour de France. Bon, Tim Wellens, on savait qu'aujourd'hui il allait jouer sa carte à 100%. C'était difficile. Moi, je trouve qu'il joue très bien à l'arrière. Alors, c'est vrai qu'on a assez peu vu les différents groupes pour voir s'il passait les relais ou il passait pas les relais, mais en sachant que la veille, il fait déjà quand même pas mal d'efforts pour essayer de prendre l'échappée. Il y a un moment, je pense que dans le pas de 100, ça a manqué. En fait, ça a manqué surtout pour prendre le premier groupe, parce qu'il se retrouve toujours dans un groupe distancé. Il n'a jamais été vraiment en tête de course, Julien Alaphilippe. Mais vu la configuration de l'étape, vu qu'il s'est quand même démis l'épaule, ils vont même faire des radios. Je trouve que finir 3e, c'est pas mal. Et puis, quand même, Alaphilippe, il a fait un beau sprint aujourd'hui. Parce qu'il bat Van Aert, il bat Axel Laurens aussi. C'est depuis longtemps aussi dans un sprint comme ça, on va dire en petit comité. Il n'avait pas battu des grands noms comme ça, comme Van Aert, comme Axel Laurens notamment. Donc je trouve qu'il fait plutôt une belle étape, qu'il a plutôt couru intelligemment. Il a fait avec ses armes, tout simplement. Avec ces armes d'un mec qui avait consommé plus d'énergie depuis le début du Tour de France que Tim Wellens. Je pense en essayant à tout prix de prendre parfois des échappées. Il a mis beaucoup d'énergie sur certaines étapes à vouloir être dans la bonne échappée. Et bon, bah voilà, c'est dommageable, mais c'est le meilleur résultat hein, depuis le début de course de la Tudor. Donc voilà, c'est pas mal du côté de Julien Alaphilippe. Bon, il célèbre sur la ligne d'arrivée, voilà, la radio ne fonctionnait pas. Alors ça m'a toujours surpris, parce que certes la radio ne fonctionnait pas, mais je pense qu'il voyait quand même Campenart. Enfin, ou soit vraiment il s'est pas retrouvé à l'avant du groupe et il s'est retrouvé à l'avant du groupe qu'au dernier moment. Mais soit il n'était pas hyper attentif à ce qui se passait, mais je suis assez surpris quand même qu'il n'ait pas vu au moins Campenart. Après, bon, il fait un bon sprint. Radio quand même, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas
un trait de fracture ou un problème au niveau de l'épaule. C'est plus ça qui est contraignant du côté de Julien Philippe, mais sinon, bonne journée de compétition du côté du Français de la Tudor. Un qui, au final, va être un peu déçu de son résultat, en fait. Parce que la manière dont il a couru, c'était bien, mais le résultat est un petit peu moins bien, c'est Warren Barguil. C'est vrai que ce soir, d'un point de vue comptable, il marque 0 points au classement UCI. Parce qu'il finit 17ème et qu'il n'y a que les 15 premiers qui marquent des points. Ce qui est déjà bien sur les étapes de grand tour. Parce qu'à une époque, ce n'était pas les 15 premiers qui marquaient des points sur les étapes de grand tour. Mais c'est vrai que vu tous les efforts consentis, moi je pense que l'erreur, c'est qu'il s'est retrouvé à un moment à contre-temps. Il suit... quand le groupe part dans la bosse, assez loin de l'arrivée avec Mohoric, notamment Storer et tous ces mecs-là. Ce groupe de 7-8 sort. Lui, il n'est pas dans ce groupe-là. Il essaye de revenir par l'arrière, avec notamment Vlasov. Mais là, il consomme énormément d'énergie à ce moment-là pour rentrer de l'arrière. Forcément, c'est de l'énergie qui lui manque après, sur la fin. Je pense qu'il a voulu à tout prix Swift to Tim Wellens, alors que très clairement, je pense que lui et Campenart, peut-être également avec Quinn Simon, c'était au-dessus. Et que lui devait plutôt essayer de se refaire la cerise et de rester un petit peu derrière. Et après, forcément, il a fallu essayer de récupérer. Après, Campenart fout un petit peu la merde dans ce groupe de chasse. Donc c'est sûr que Warren Barguil, il fait son job, il passe ses relais. Mais vu qu'il avait serré le moteur auparavant, qu'il avait déjà consommé beaucoup d'énergie, je pense qu'il n'y avait plus grand chose dans le moteur. Ils n'arrivent pas à éviter le retour du groupe Van Aert et du groupe Alaphilippe. C'est ça qui lui coûte beaucoup du côté de Warren Barguil. Après, quand tu vois sur la fin, il est complètement explosé et je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux de toute manière que 7 ou 8, même s'ils étaient restés avec le groupe Vlasov. Mais 7 ou 8, ça faisait quand même quelques points UCI. Voilà, c'est la petite déception du jour. C'est qu'on l'a vu, il est en forme depuis ce début de Tour de France. Là, il avait peut-être l'une des rares possibilités de jouer une étape parce qu'on essaye quand même de protéger Oscar Hanley pour le moment du côté de la pique-nique. C'est vrai que un top 10 aurait fait du bien quand même à la formation, même si pour le moment Oscar Hanley est en train d'amasser un petit pactole en termes de points UCI du côté de la formation néerlandaise. Du côté des flops du jour, un récurrent depuis le début de la semaine, la Cofidis. Il fait quoi aujourd'hui, Alex Aramburu? Alors je crois véritablement ne pas les avoir vus dans une seule attaque. C'est-à-dire dans tous les groupes qui sont partis, même en début de course, j'ai pas vu une seule fois aujourd'hui le maillot de la Cofidis. Alors moi je veux bien qu'on mette tous les mots du monde sur Cédric Vasseur. Mais je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois, je pense qu'il y a plusieurs années. Cédric Vasseur, il était déjà là en place quand ils font la saison 2023. C'était bien Cédric Vasseur qui était là. Bon, voilà. Non, parce que quand beaucoup le traitent de nul, il était à ce moment-là en place. Si l'équipe n'avait pas eu de résultat en 2023, j'aurais peut-être un avis différent, mais en 2023, l'équipe a des résultats. Là, il n'y a rien qui marche, et à un moment, moi je pense que les coureurs sont aussi responsables. T'as des mecs qu'on n'a pas vus depuis le début de course. Les coureurs sont responsables, mais aussi une partie du staff. Parce que c'est le staff qui fait la sélection. Là, je pense qu'il y a des coureurs qui ne sont pas en forme. Aramburu, on ne l'a pas vu quasiment depuis le début de la course. Même chez Astana, on le voyait. Là, il est transparent, Aramburu. Là, sur l'étape du jour, normalement, on doit le voir à l'avant. Aramburu est transparent. Vous avez Dylan Teuns. Dylan Teuns également transparent, mais qui dit qu'il n'a pas des sensations depuis le début de la course. C'était peut-être on pouvait peut-être un petit peu l'anticiper du côté de la Cofidis. Donc moi je pense qu'on n'a pas sélectionné les bons coureurs. C'est-à-dire que sur cette sélection sur le Tour de France, on n'a pas sélectionné les bons coureurs. On n'a peut-être pas réussi non plus à les amener en forme de manière correcte. Parce que là, encore une fois, Aramburu, il a été très très fort au moment du Tour du Pays Basque. Depuis, il a quand même disparu. Il a fait un très gros mois d'avril et puis après, derrière, on l'a revu sur des compétitions, il était transparent. Bourman fait quand même pas une grande année. Teuns
lui est vraiment transparent depuis le début de saison. Il y a peut-être des soucis sur la programmation de saison, mais je pense que beaucoup de gens vont tout mettre encore sur le dos de Cédric Vasseur, vont encore faire des blagues sur Cédric Vasseur. Là, il y a un moment, quand c'est un échec comme ça, pour moi, c'est un échec collectif. Tout le monde a sa part de responsabilité, que ça soit Cédric Vasseur, mais pas que Cédric Vasseur. Je pense que du côté du staff, il y a eu des erreurs, et puis les coureurs. Parce que là, alors je veux bien dans l'attaque finale que tu sois pas là, parce que oui, même Mohoric, quand il se retrouve dans l'échappée, il est un petit peu cuit. T'as des coureurs qui n'ont pas réussi à y aller, mais même dans aucune attaque jusqu'à maintenant sur cette étape, même dans les attaques en amont, on voit quasiment pas le maillot de l'équipe. Moi, je m'attendais à ce que il y ait 2-3 jours, il y ait d'énormes remontrances. Je pense au moment de l'étape de Toulouse, qu'il y ait un peu des remontrances, quoi. Mais alors, peut-être qu'il y a eu ces remontrances-là, mais ça n'a pas marché. Entre parenthèses aussi, rapidement, dommage du côté de Decathlon de ne pas avoir mis peut-être un Bastien Tronchon aujourd'hui ou un Clément Berthet encore. C'est bien de vouloir protéger Félix Gall, mais Félix Gall est quand même assez loin en classement général. Je pense qu'on n'est pas obligé de lui mettre une équipe intégralement à ses côtés, que certains éléments auraient pu également prendre la bonne échappée du jour. Et puis après, Clément Berthet il est tombé hier, donc peut-être qu'il se ressentait encore de sa chute, mais dans ce cas-là, on avait peut-être aussi un Callum Scottson qui aurait pu tenter sa chance aujourd'hui du côté de la Decathlon AG2R. Et puis la Groupama. Bah là, on est encore passé à côté aujourd'hui du côté de la Groupama. On n'a pas couru, on a couru à l'envers, comme avait dit Marc Madiot. Il n'y a que Clément Russo qui est dans le premier groupe. Tu sais très bien que Clément Russo, en boss, c'est pas le meilleur. Madouas, je pense, n'a pas des grandes jambes sur ce Tour de France. Je crois qu'il y a un moment, il faut le réaliser. Et puis Grégoire, je pense qu'il s'est grillé sur les premiers jours. Il nous fait un peu un Tour de France à la Cosnefroy, Grégoire. Vous vous souvenez quand Cosnefroy il avait pris le maillot à poids en début de Tour de France, ça remonte un petit peu, et qu'au bout de 4-5 jours ensuite, il avait complètement explosé, il n'arrivait même plus à prendre des points ensuite sur la fin du Tour de France, c'était terrible, il était complètement fatigué. Je crois que Romain Grégoire est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on l'a vu vraiment les premiers jours, et puis ça fait quand même Bayeux-Vire déjà, il est en difficulté, mais même à Rouen, il commençait déjà à être un peu fatigué. Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Au final, Clément Russo. Au final, Romain Grégoire. Donc là, aujourd'hui, on n'a que Clément Russo. Ouais, Madouas, assez transparent quand même depuis le début de course. Et puis après, t'attaques très vite Guillaume Martin. Et Guillaume Martin, on a l'impression qu'il a quand même pas des jambes exceptionnelles depuis le début du Tour de France. Donc on a un tour qui est compliqué quand même du côté de la Groupama FDJ. Alors, comme le disait Marc Madiot, on savait que les chances de victoire d'étape allaient être difficiles. À partir du moment où elle le disait, vous avez une équipe, vous avez UAE, vous savez que Pogacar peut en prendre un tiers dès le départ. Malgré tout, du côté de Romain Grégoire, j'ai l'impression quand même qu'il est complètement cuit. Donc ça, il faudrait voir quelles sont les informations là-dessus. Et puis forcément, il te manque un David Gaudu, parce que de base, David Gaudu devait aller faire le chasseur d'étape sur ce Tour de France. Et tu vois bien que dans les échappées, il faut maintenant des très très bons grimpeurs pour pouvoir chercher les résultats. Donc voilà, un petit peu déçu de cette deuxième semaine de la Groupama FDJ, où l'équipe a été un petit peu transparente et regrette peut-être le fait de ne plus avoir Martinez au sein de cette formation. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Tim Wellens. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on a eu un Tim Wellens old school, un Tim Wellens loto, qui était capable de faire des raids solitaires parfois de 100 km, de 120 km, un petit peu à la Van Aert. Il était capable de faire ça, Tim Wellens. De faire des numéros comme ça sur des étapes notamment de moyenne montagne, puisque c'est là où il était très fort à la Lotto, c'était sur les étapes de moyenne montagne, parce que tu as l'impression quand même, quand certains en parlent de Tim Wellens aujourd'hui, parce qu'il y a un peu, ça fait depuis quelques jours, hein, mais de toute manière, une année c'est UAE, et puis l'an prochain, si Vingegaard domine, ça sera la Visma. Mais tu as l'impression que Tim Wellens, avant, c'était un peintre.
Non, Tim Wellens a quand même eu une carrière avant la UAE. Tim Wellens savait grimper avant la UAE, il était très fort notamment sur les étapes de moyenne montagne. Il était très fort également dans les raids solitaires. C'était un mec comme Van Aert, comme un Quinn Simmons aussi, qui était très dur à rattraper. Une fois qu'il était parti, il était très dur à rattraper. Aujourd'hui, pour moi, il a super bien couru, et il a profité aussi du fait, on ne lui a rien demandé. C'est quand même dingue, même dans les groupes de poursuite, j'ai dû le voir passer 2 relais, 3 relais, grand maximum dans la journée. À part dans les 40 derniers kilomètres, sinon le maillot de champion de Belgique, on l'a très peu vu dans cette étape. Il passait 0 relais dans la journée. Et il l'a dit, hein, Tim Wellens, parce que dans la montée du pas 200, il a dit on a essayé de faire semblant qu'on était décroché avec Campenaerts, parce que les deux savaient qu'ils étaient très forts. Sauf que pour moi, il a mieux joué tactiquement que lui, parce que Campenaerts a quand même passé pas mal de relais dans la journée et a essayé de créer des groupes d'échappés, alors que Tim Wellens, non, il n'a pas essayé de créer des groupes d'échappés, il s'est en fait mis dans ces groupes-là d'échappés, mais il n'a pas essayé de les concevoir. Donc je pense que déjà, il a consommé moins d'énergie là-dedans et il a passé très peu de relais. On a autant Campenaerts, on a vu sa tête, autant Tim Wellens avant les 40 derniers kilomètres, on ne voit pas sa trombine de l'étape. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment montré dans la dernière heure de course, et après, ça reste Tim Wellens. C'est-à-dire qu'on est sur un coureur qui, à la Lotto, avait déjà des très grandes qualités sur ce type de raid-là, qui a fait la même chose sur le Tour de Belgique, donc en gros, il savait comment faire aussi. Sur le Tour de Belgique, il fait déjà ça, du côté de la course à Binche, où il fait déjà une 40aine de kilomètres en échappée. Donc il savait comment faire, et il savait comment gérer son effort dans les 40 derniers kilomètres. Et puis Tim Wellens, alors certains vont dire hier il était dans les étapes de montagne, ça fait depuis plusieurs jours qu'il est dans les étapes de montagne. Oui, mais c'est pas celui qui fait la plus grosse part de travail aujourd'hui. Nils Politt fait énormément de boulot, passe parfois à 80-100 km en tête de peloton. Marc Solé fait beaucoup de travail. Narvaez a quand même fait du boulot. Mais Tim Wellens, son temps de travail est quand même assez réduit dans la journée. C'est peut-être 15-20 km où il est à l'avant du peloton. Donc je suis pas sûr qu'il consomme beaucoup plus d'énergie qu'un Alaphilippe, qu'un Paulès, qu'un Leknesund, qu'un Mauro Schmidt également, qui essayent quand même très souvent de prendre les échappées et qui réussissent pas forcément à les prendre à la première attaque, à la première tentative. Donc moi je suis pas sûr qu'un Tim Wellens soit énormément fatigué à ce moment-là de la course, et on arrive quand même en fin de deuxième semaine, en début de troisième semaine, la fraîcheur physique ça compte également, et on le voit, beaucoup de coureurs n'ont plus de fraîcheur physique, en sachant qu'en plus là du côté de la UAE, depuis le début de course, on suit le plan. On n'est pas gêné par une autre formation, on suit le plan qui est prévu à la base. Donc en gros, je pense qu'on a encore pas mal de fraîcheur du côté de cette formation, et Tim Wellens a su en profiter sur cette étape. Donc oui, moi je pense bravo, parce qu'il a couru intelligemment, le fait de passer assez peu de relais. On sait que dans des groupes comme ça, il faut savoir aussi compter un petit peu ses coups de pédale, même s'il ne faut pas trop le faire. Et puis après, derrière, c'est le premier à faire une grosse attaque. Il profite aussi du fait que Campenaerts ait foutu la merde dans le groupe de poursuite. Si Campenaerts ne fout pas la merde dans le groupe de poursuite, je pense qu'il reste bloqué à 10-15 secondes d'avance et que sur le plat, il se fait rattraper. Parce qu'on l'a tout le temps en point de mire. Sauf qu'il arrive, grâce à Campenaerts, à prendre très vite 40-45 secondes d'avance. Et puis après, derrière, c'était fini. Parmi les coureurs au top, rapidement aussi, Pogacar, parce qu'aujourd'hui c'est une journée RAS du côté de cette étape. On a vu un petit peu Politt à l'avant du peloton, mais en gros on n'a pas fait beaucoup d'efforts, et surtout on a surtout calmé le peloton, donc je pense pas qu'on ait consommé voilà, on a roulé à 42-43 km/h, mais pas à 50 comme certains coureurs du groupe de tête. Je pense qu'on a été plus calme dans le rythme, donc on n'a pas consommé beaucoup d'énergie du côté des équipiers. Je pense qu'il y a une moitié d'étape où ça a été un début de journée de repos du côté de la UAE. Et puis aussi du côté de la UAE, il y a EF qui a fait un petit peu de boulot sur la fin d'étape pour éviter que Jordan Jegat
prennent trop d'avance. Donc je dirais qu'on a, voilà, on a su profiter également des bagarres pour les places entre 5 et 10 du côté du peloton. Et ça, ça a aidé forcément Pogačar et les équipiers tranquilles. Et puis je terminerai du côté des coureurs au top avec Roglic. C'est vrai que c'est quand même fou, hein. 2 semaines de Tour de France, pas une chute du côté de Primož Roglic. Oui, mais alors j'avais pas grand monde à mettre en plus, hein, c'est pour ça que je le mets en plus. Mais Roglic quand même, pas une chute pour le moment. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est complètement en mode touriste, à part le contre-la-montre. Sinon sur les autres étapes, bon, il a pas l'air d'être exceptionnel du côté du Slovène. Mais pour le moment, il est pas tombé, quoi. Ça, c'est presque pas loin un miracle. Là, je me dis, aujourd'hui, il y a quand même une belle chute. Hier, la chute de Skelmoseux, on a revu les images. Il y avait un fan qui a filmé à ce moment-là. Il a fait pareil qu'à Paris-Nice. Vraiment la même. Il fait soleil sur le panneau. La différence, c'est que c'est pas un équipier qui l'envoie un petit peu, qui lui donne une mauvaise indication à ce moment-là, contrairement à Paris-Nice. Mais voilà, il s'est retrouvé à faire un soleil. Voilà, il s'est pris le panneau, vous savez, avec la petite flèche bleue là qui fait comme ça ou dans l'autre sens. Il s'est pris ce type de panneau-là et il a fait un très gros soleil. Mais Roglic, pour l'instant, aucune chute. On a l'impression qu'il y a RAS et pourtant, en termes de résultats, c'est pas ça. Mais pour le moment, c'est une course tranquille de la part de Roglic, ce qui doit quand même lui faire du bien, parce que c'est quand même un mec qui a tendance à souvent tomber et qui a eu pas mal de chutes encore ces derniers temps. Donc voilà, c'était pour signaler ça, que Primož Roglic n'avait pas eu de grande chute. Et vu son classement général pour le moment, à Primož Roglic, c'est vrai que ça, on regarde ça un petit peu plus en détail. Pour le moment, Roglic, il est déjà à 10 minutes 34. Donc il est plus vraiment dangereux pour Pogačar. S'il perd encore un petit peu de temps du côté du Mont Ventoux, s'il perd encore 2 minutes dans le Mont Ventoux, est-ce qu'il prendrait pas une grande échappée et n'essayerait pas d'aller chercher une victoire d'étape dans les Alpes, Primož Roglic? Parce que s'il se retrouve à 12 minutes au quart d'heure, il peut tenter d'aller chercher une victoire d'étape. Et ça serait plutôt pas mal, voilà, pour le Slovène. Donc, à suivre, voilà, en 3e semaine, du côté de Primož Roglic. Allez, on regarde tout de suite les bonnes et dames du jour. En parlant du côté des bonnes et dames, c'est vrai qu'on en parlera là, quand on parlera de cette équipe-là. Mais au niveau dopage, j'ai eu quand même des nouvelles informations concernant une formation. On va y revenir parce qu'on va parler d'équipe du côté des Bonnedan, donc normalement je casse un petit peu le suspense, mais c'est vrai que je dois en parler depuis 3 ou 4 jours. À chaque fois j'oublie tous les soirs, donc là ça va peut-être voilà, je vais peut-être enfin y arriver à parler de ça. Comme quoi il n'y a pas que la UAE, hein, il faut aussi des fois un peu savoir dézoomer aujourd'hui au niveau du dopage. Parce qu'on sent qu'on est focalisé cette année sur la UAE, alors d'autres années c'était focalisé sur la Visma. Le dopage peut atteindre n'importe quelle équipe. Et on l'a bien vu notamment avec Frank Bonamour du côté de la Decathlon AG2R notamment. Les bonnets d'Arne. Campenart, si vous voulez... Alors moi j'ai pas compris aujourd'hui Campenart. S'il voulait faire gagner Tim Wellens, c'était la meilleure solution. Voilà. J'en ai presque... Enfin, je me suis dit, à un moment, il veut vraiment faire gagner Tim Wellens. Enfin, c'est un peu une sorte d'alliance belge, qui aurait pu être le cas. Après, ça ne va pas être apprécié par l'UCI. Enfin, est-ce que ça sera regardé par l'UCI, contrairement à ce qui s'est passé sur le Giro? Mais et à un moment, je me suis vraiment posé la question. Parce que là, la manière dont il casse les relais... Alors, soit c'est parce qu'on lui dit dans la voiture que Van Aert peut rentrer... À ce moment-là, Van Aert, il est au moins à 45 secondes. Donc il ne va pas rentrer tout de suite. Et de toute manière, même s'il rentre, bah, ça veut dire que Tim Wellens, il est déjà à 2 minutes. Tu ne reprends pas 2 minutes à 2. Surtout sur Tim Wellens. Donc, je suis assez surpris quand même de la manière dont a couru Campenart aujourd'hui, sur la fin, parce que ça m'a vraiment intrigué. Voilà, de laisser autant, enfin de faire cette stratégie-là,
à ce moment-là, alors que tu as Tim Wellens qui est devant, alors est-ce qu'il voulait économiser de l'énergie? Mais tu sautes peut-être un relais, deux relais, mais t'en sautes pas 40 non plus. Il a vraiment désorganisé le groupe. Si aujourd'hui, il gagne pas cette étape, c'est un peu de sa faute. Parce qu'il a vraiment tout fait pour que ce groupe de contre ne revienne pas sur Tim Wellens. Alors je me demande jusqu'à quel point il n'y avait pas une alliance belge pour avoir cette stratégie-là. Parce que là, c'est quand même assez surprenant. À certains moments, l'attitude de Campenaerts. Alors je sais bien que c'est quand même un coureur qui parfois n'est pas forcément le plus intelligent en termes de stratégie, mais là, il a vraiment couru pour faire deuxième. Et il a surtout couru pour que Tim Wellens gagne. Donc c'est ça qui m'intrigue aujourd'hui du côté de cette stratégie du côté de la Visma. Comme autre chose qui m'a intrigué du côté de la Visma, le fait qu'on laisse Vingegaard complètement seul en pleine campagne. Non, parce que Vingegaard nous dit depuis plusieurs jours, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas baissé les bras. Alors l'an dernier, elle le faisait déjà, hein, il nous avait dit, je me contenterai pas de la deuxième place. C'était ça le discours l'an dernier, et puis bon, il s'est contenté de la deuxième place. Là, il nous dit, bon, j'ai relevé la tête, j'ai relevé la tête, j'ai relevé la tête, je suis toujours concentré, je veux toujours aller gagner le Tour de France presque. Enfin, au moins, je veux montrer que j'ai des bonnes jambes. Mais en même temps, il va falloir l'aider quand même. Enfin, c'est surprenant. Il a un problème mécanique. Affini n'est pas autour de lui. Sepka, c'est pas autour de lui. Simon Yates, c'est pas autour de lui. Jorgensen ne l'aide pas. Il est resté en plus pendant bien 10 minutes, un quart d'heure hein, quand même dans les voitures de directeur sportif parce que ça roulait quand même à un gros tempo à ce moment-là. Il a fait l'effort seul. Il n'y a personne qui l'attend non plus à l'arrière du peloton pour remonter le peloton. Parce que je trouve ça surprenant quand même. On a l'impression que depuis le début de tour, il n'y a pas vraiment de cohésion dans cette équipe. Il n'y a pas vraiment de collectif Visma. Le collectif Visma, on l'a vu sur le Dauphiné, on ne le voit absolument pas sur ce Tour de France. Alors est-ce que ce sont les propos de la femme de Jonas Vingegaard, qui est également son agent, qui ont foutu la merde vraiment dans le collectif de l'équipe et qu'en gros vous avez des coureurs qui ne veulent pas aujourd'hui se dépasser pour Jonas Vingegaard? C'est vrai que Van Aert par exemple, on a l'impression qu'il court pour lui cette année, hein, qu'il ne court pas pour les autres. Ça c'est un peu une interrogation du côté de la formation néerlandaise, mais là il a dû se démerder tout seul, hein, Vingegaard aujourd'hui. Déjà, moi j'ai trouvé quand même qu'hier, son attaque, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en top au final, mais c'est vrai que son attaque, quand tu regardes bien, il n'y a aucun Visma qui va faire le job pour essayer de catapulter, comme ce que peut faire Narvaez ou ce que peut faire un Tim Wellens pour aider Pogacar. Là, il n'y a eu personne. Il fait son attaque, mais en solo. Il n'y a pas un tempo qui est fait par la Visma Leasebike. Donc ça, déjà, ça m'a surpris. Là, aujourd'hui, il a un problème mécanique, il n'y a personne qui vient de l'aider. Alors, on nous dit chez Visma qu'on n'a pas baissé les bras, mais soit on nous ment du côté de la Visma, parce que là, on a l'impression quand même qu'on ne vise plus la victoire hein, du tout. Donc, on a baissé les bras et qu'on va se contenter de la deuxième place. Ou soit on a vraiment des désaccords profonds avec Vingegaard en interne, ou soit vous avez des coureurs qui sont en désaccord profond avec Vingegaard en interne. C'est quand même intriguant. Tu as un leader qui se retrouve comme ça seul dans la pampa, un Campenaerts comme ça qui court pour faire... Enfin, aujourd'hui, j'ai pas compris ce qu'a fait la Visma. Voilà, entre Campenaerts qui joue la deuxième place, on a l'impression plus que la victoire. Je ne sais pas si c'est la direction sportive ou c'est lui qui a pris cette initiative. Et de l'autre côté, Vingegaard qui se retrouve en pleine pampa à un moment. J'ai trouvé ça surprenant. Deuxième bonnet d'âne, Alpecin. Je crois qu'on a mal géré la chose du côté d'Alpecin aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, Van Der Poel fait beaucoup d'efforts. En avant de la course, il s'est retrouvé quand même pendant une bonne vingtaine de kilomètres, trentaine de kilomètres en tête de groupe, mais sans avoir beaucoup d'avance, à rouler à un gros tempo. Ce qui fait que forcément, pour ta dernière heure de course, c'était mort. On le savait presque à 81 km de l'arrivée que Van Der Poel n'arriverait pas à s'en sortir.
Et c'est dommage qu'aujourd'hui, bon, certes, il y avait Caden Grove. Ok, Caden Grove, il passe bien les bosses, mais on savait que si ça commençait à déclencher, il ne pourrait pas faire grand-chose. C'est dommage qu'il n'y avait pas Verstringue. Il n'y avait pas Emiel, Verstringue. Autant hier, le voir dans l'échappée, pour moi, ça a été un petit peu la compréhension, même s'il fait une belle étape, hein, mais c'était des longs cols de montagne. Je ne le voyais pas forcément tenir la baraque dans ce genre de situation. Autant aujourd'hui, Verstringue aurait pu être intéressant du côté de cette étape et vraiment peut-être s'en sortir ou au moins faire un top 10 du côté de l'équipe, parce que c'est vrai qu'Alpecin a énormément roulé aujourd'hui. Pour qu'aucun des deux coureurs ne soit dans le top 15 de l'étape, ça veut dire qu'on a consommé quand même beaucoup d'énergie pour peut-être pas grand-chose du côté de la Alpecin, donc petite déception pour moi. Leknessund, l'effort à contre-temps lui a coûté très cher. Je trouve qu'il a été impatient, Leknessund. Impatient parce que quand il décide de sortir, il y a quand même plus de 30 secondes d'écart à ce moment-là entre le groupe de poursuivants et le groupe de tête. Faire cet effort-là seul, c'est se cramer complet. Voilà. Vu le parcours que l'on avait à ce moment-là de la course, on était vraiment dans la portion médiane de l'épreuve, donc avec les 3 difficultés qui s'enchaînaient assez vite. Et pour moi, Leknessund, j'ai pas compris pourquoi il fait l'effort à ce moment-là. Il doit faire l'effort plus tard, dans le pas de 100, et 40 secondes c'était tout à fait récupérable. Soit il essaye d'accompagner les mecs de tête, mais là il fait pas l'effort à ce moment-là. Et on s'aperçoit que en fait il anéantit complètement ses chances de victoire sur cette étape avec cette idée, parce que certes il revient sur le groupe de tête, mais en gros à la première même pas à la première accélération du groupe de tête, parce que Vlasov et Barguil reviennent, et lui il est lâché presque au moment où Vlasov et Barguil reviennent. Donc dès le début du pas de 100, où ça roulait à un tempo, mais pas forcément un tempo non plus inhumain, Leknessund il n'est pas en capacité de tenir la cadence. Donc voilà, c'est dommageable. Donc je pense qu'il a mal géré son effort. Je pense qu'il aurait dû se dire, et dans la voiture on aurait dû lui dire, ça va revenir de l'arrière. Ça peut revenir de l'arrière, il y a 40 secondes, c'est pas encore totalement fait. Et il faut plutôt que tu restes derrière et que tu attendes de partir avec un petit groupe de 4-5 mecs qui peut-être là vont réussir à revenir dans le pas de 100 et puis attendre le pas de 100, parce que sur des pourcentages à 10%, c'est là où tu peux reprendre facilement du temps, plus facilement que sur une portion de plat à 50 km/h en étant à 1 contre 5 ou 6. Et là je pense qu'il y a eu là aussi une erreur de la part de ce coureur. Storer, il a tenté aujourd'hui Storer, mais pas les jambes suffisantes pour faire la différence. Il a tenté, hein, mais je pense que l'effort qu'il a réalisé dans le pas de 100, déjà ça lui coûte énormément derrière, mais moi je l'aurais fait dès le pied. Il attend quand même le dernier kilomètre pour vraiment accélérer et tenter de faire la différence. Dernier kilomètre et demi. La montée faisait 3 km. Moi, j'aurais essayé dès le pied. Et peut-être que j'aurais fait un tempo, mais j'aurais pas forcément essayé de faire la différence à ce moment-là. J'aurais peut-être tenté de faire la différence sur le faux plat montant, là où Tim Wellens est parti sur des portions à 4 ou 5%, où il fallait être en mesure de remettre du braquet. Et c'était pas forcément évident de remettre du braquet. Mais c'est vrai que j'ai du mal là aussi à comprendre cette stratégie d'accélérer très fort comme ça dans le dernier kilomètre, de se mettre au maximum, alors que tu sais que ça grimpait encore pendant 10 km jusqu'à Montbruno, et qu'en gros il aurait dû plutôt se mettre à son allure, voir s'il y a des mecs qui arrivaient à suivre ou s'il y avait des comptes qui se formaient, mais pas se mettre comme ça en sur-régime dans cette montée-là, en sachant qu'il restait encore 10 bornes de faux plat montant, de route en prise, où il fallait être en capacité de remettre du braquet. Donc voilà, ça m'a surpris. En passant, j'ai oublié de dire une dernière chose avec Tim Wellens. Aujourd'hui, il faisait 28 degrés. Quand les 10 mecs disent maintenant ils supportent les fortes chaleurs. Depuis ce début du Tour de France, en passant, le maximum qu'on a eu, c'est 34-35.
on n'a pas atteint les 38-40 degrés sur ce Tour de France, qui sont là vraiment des temps caniculaires. Et depuis le début du Tour de France, nous ne sommes pas en alerte canicule. Au mieux, on a eu une vigilance jaune, mais il n'y a pas eu de vigilance orange canicule. Donc les mecs, enfin c'est surtout les journalistes de France Télé, je ne sais pas si du côté d'Eurosport, qui font croire qu'il fait extrêmement chaud tous les jours sur la route du Tour. Non. Au mieux, on a eu 34-35, ce qui, quand tu veux être sur le Tour de France, doit être des températures que tu dois supporter. Sinon, tu ne vas pas sur le Tour de France. Jean Gadret, il ne supportait pas 34-35, il n'allait pas sur le Tour de France. Mais tu dois aller, si tu vas sur le Tour de France, tu dois supporter ces températures-là, ou au moins 32-33. On a rarement dépassé comme ces 32-33, et aujourd'hui, il faisait 28. Comme l'a dit Benoît Durand, il faisait même 23. Vraiment, dans la zone, il a changé de rythme, mais ce n'était pas un temps caniculaire. 28 degrés au mois de juillet, ça reste un temps normal, quoi, surtout dans le sud de la France, et on n'a pas eu du 40 degrés. Ce qu'on avait pu avoir, notamment en 2022, parce qu'on avait, on avait eu des températures qui étaient très élevées cette année-là, et il faut savoir que depuis notamment les Jeux de Tokyo, mais depuis certaines compétitions comme ça, comme les Jeux de Tokyo, on a beaucoup appris de la manière dont dont le corps humain pouvait s'adapter pour améliorer ses performances au niveau des fortes températures, notamment avec des systèmes d'acclimatation où vous faites notamment du vélo ou du sport dans des saunas pour s'adapter à l'humidité, à la chaleur et pour mieux supporter la chaleur et l'humidité, ce qu'on appelle une acclimatation tout simplement, et vous vous mettez dans ce genre de chambre et ça vous permet d'améliorer votre manière de passer les fortes températures. L'équipe de France notamment l'avait beaucoup fait avant les Jeux de Tokyo, parce qu'on savait qu'il y allait avoir beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, et que l'humidité, c'est ce qui empêche l'humidité en l'air énormément de transpirer, donc de réguler la température, donc que le corps humain arrive à baisser sa température, donc il faut s'adapter à faire des efforts dans ces conditions-là, et je pense que c'est ce qu'a fait Tim Wellens, en gros, pour améliorer ses capacités dans des fortes températures, parce que là, certains disaient c'est grâce au dopage. Je ne vois pas quel produit dopant, me semble-t-il, permettrait d'améliorer cette capacité-là. Après, peut-être que je ne m'y connais pas assez en produits dopants, hein, mais je ne vois pas quel produit dopant permettrait d'améliorer cette qualité-là du côté de Tim Wellens. Autant, je veux bien qu'un produit dopant améliore tes capacités en oxygénation, améliore tes capacités pour pourquoi pas ingérer des glucides, pourquoi pas que les muscles captent mieux les glucides également, ou les transforment mieux, ou les transforment plus rapidement, ou plein de choses. Mais sur l'acclimatation du corps, je ne vois pas. Après, peut-être que j'ai pas assez d'imagination, hein. C'est peut-être ça, ou que j'ai pas assez de connaissances sur le domaine surtout. On termine avec Ineos, le grand moment Ineos. Plusieurs choses du côté d'Ineos. On va commencer par l'étape du jour. 5e place d'Axel Laurence. Bon, on va dire c'est pas si mal. Je trouve quand même qu'ils ont mis ils ont encore foiré le fait de prendre la bonne échappée. C'est-à-dire qu'ils étaient énormément en contre-attaque. Ils ont roulé. C'est eux qui ont fait aussi que le rythme de l'étape a été très élevé, parce qu'ils ont roulé vu qu'ils n'ont jamais pris la bonne échappée pendant, 50-60 km. Et c'est dommage, c'est pas la première fois que ça leur arrive depuis le début du Tour de France. On a vraiment l'impression qu'Ineos, ils savent pas faire encore très bien avec les échappées, ils savent pas trop s'adapter à ce genre de situation où il faut aller chercher la bonne échappée. Parce que là, aujourd'hui, il faut aller chercher la bonne échappée, il faut faire l'effort au bon moment et se retrouver dans le bon groupe. Et là, Ineos, autant ils étaient parfois dans des groupes qui, on savait, n'iraient pas au bout, mais à chaque fois, quand le bon groupe partait, ils n'étaient pas là. Et ils étaient obligés de rouler énormément pour tenter de revenir, ce qui fait que tu grilles énormément de cartouches dans ce genre de situation. Des cartouches qui ont peut-être manqué sur la fin. Donc ça serait bien c'est pas la première étape où je le dis, hein, du côté d'Ineos, mais ça serait bien que du côté de la formation britannique, on arrive à améliorer ça, parce que ça commence à être un petit peu difficile. Non, alors, après, du côté d'Ineos, la situation en ce moment n'est pas tip-top. Bon, déjà parce qu'on a un nouveau co-sponsor français et que forcément il va falloir lui faire plaisir, donc recruter des coureurs français,
et peut-être avoir moins de Britanniques dans l'équipe, ce qui va peut-être pas plaire au premier sponsor, mais ce qui va peut-être un peu changer l'identité de l'équipe, parce que c'est la première fois que l'équipe n'est pas, on va dire, 100% britannique. Il y a un peu de sponsors français désormais avec Total Energy. J'espère que Total Energy veut qu'il y ait des coureurs français dans l'équipe. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Mais l'affaire Aderlas ressort désormais avec la Sky et avec notamment certains coureurs de l'époque Sky. Alors c'est plus l'époque Sky, mais il semblerait que cette personne-là travaille encore avec des coureurs chez Ineos. Notamment des coureurs qui sont restés longtemps chez Ineos, avec un médecin qui a été poursuivi donc, pendant l'affaire Aderlas. Alors l'affaire Aderlas, pour ceux qui se rappellent, c'est une affaire qui a surtout touché l'Autriche, les Allemands, on va dire un peu la Slovénie au niveau des sportifs. Il y avait notamment un coureur de la Groupama FDJ qui était passé chez Sunweb, qui avait été pris dans cette affaire. C'est, je crois, même le dernier coureur de la Groupama FDJ qui a été convaincu de dopage. Donc ça remonte à 2017-2018, hein, l'affaire Aderlas. En fait, ça a commencé avec des mecs qui faisaient du ski de fond. Vous savez qu'il y a les caméras de télévision qui parfois regardent un petit peu les vestiaires. Enfin, les vestiaires quand les mecs se préparent, et puis vous avez des petites images qui sont diffusées avant le début des courses au niveau du ski de fond, ce qui permet aux commentateurs, on va dire, de présenter la compétition et de présenter les forces en présence. Et là, en fait, cette caméra-là, elle a montré en fait des mecs qui étaient en train de se doper. Ça a vraiment commencé comme ça. Ce qui fait qu'après l'agence mondiale antidopage, forcément, l'agence allemande, autrichienne antidopage ont également se sont étendus sur le sujet et ont découvert un vaste système de dopage, pas organisé par une équipe, pas organisé par une fédération sportive, mais organisé par un médecin. Un peu comme ce qu'on a fait du côté de l'affaire Puerto, c'était un médecin qui a organisé tout un réseau de distribution de produits dopants. Là, c'était un petit peu la même chose du côté de l'affaire Aderlas, c'est-à-dire que vous aviez un médecin qui, on va dire, avait plusieurs autres médecins dans son réseau qui arrivaient à redistribuer les produits. Or, on s'aperçoit qu'un des médecins mis en cause, on va dire pas le médecin numéro 1, mais ceux qui étaient juste en dessous, travaillait avec la Sky, notamment à l'époque Wiggins, notamment à l'époque Froome, et que même Wiggins en avait parlé dans des tweets qu'il a supprimés depuis. Forcément, l'avantage du screenshot, c'est que ces tweets-là, certains les ont gardés avec le nom de ce médecin en disant qu'ils travaillaient ensemble. Et comme on sait qu'on a déjà eu des problèmes avec la Sky, notamment avec un fameux colis pendant le Tour de France 2012, on n'a jamais su ce qu'il y avait dans ce colis, mais on a toujours eu des doutes sur le fait que dans ce colis-là, il y avait des produits dopants. Ça remet, on va dire, un petit peu de l'huile sur le feu du côté de cette période Sky, d'ultra-domination de la Sky, où jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de cas chez les mecs qui ont gagné avec la Sky, il n'y a pas eu de cas de dopage, parce qu'il y a eu des cas de dopage dans la Sky sur cette période-là. Il y avait eu un coureur qui était passé par Endura Racer et ensuite par la Sky qui avait été combattu de dopage, qui avait dit que c'était lui qui se fournissait lui-même. Mais là, on va avoir de nouveau des doutes du côté de cette formation. Donc on va voir comment l'affaire va se décanter. On sait qu'il y a eu un documentaire qui est passé sur la télévision allemande qui a révélé, on va dire, un petit peu l'affaire, parce que autant en France, on a beaucoup de journalistes qui parlent à droite à gauche, qui balancent un petit peu des rumeurs, qui font des allusions à droite à gauche. Par contre, des mecs qui bossent vraiment sur le sujet du dopage, on n'en a pas beaucoup. Heureusement qu'on a l'Allemagne qui a tendance souvent à dévoiler les affaires et à dévoiler le fait que dans certaines fédérations, ça travaille mal. Voilà. Heureusement qu'on a la télévision allemande pour apporter ces faits-là, parce que c'est bien de parler, de discuter à droite à gauche, mais c'est mieux d'enquêter du côté des journalistes. Voilà. Ce serait bien que certains journalistes fassent leur job de temps en temps, au lieu de balancer des allusions et des rumeurs. Et du côté d'Ineos, eh bien, on a maintenant des doutes. Il semblerait que ce personnage travaille toujours du côté d'Ineos. C'est ça qui renforce les doutes. Alors, on a su pendant très longtemps que Bernard Sens, il avait encore, voilà, même après Festina, il travaillait encore dans le monde du cyclisme, notamment avec Jérôme Coppel, qui s'était fait avoir du côté de Cash Investigation, le fameux Cash Investigation sur le dopage,
qui est nul à chier, hein, ce cache investigation. Je pense que c'est le pire cache investigation de l'histoire des caches investigation sur le dopage avec le docteur Mabuse, mais la seule information, c'est que Jérôme Coppel se fait complètement avoir par les journalistes de Cache Investigation. C'est même le seul Cache Investigation qui a été diffusé en deuxième partie de soirée, tellement je pense qu'ils sentaient que leur enquête, elle n'était pas terrible. Parce que normalement, Cache Investigation, c'est diffusé en première partie de soirée, et c'est le seul qui a été diffusé en deuxième partie de soirée. Qui n'a jamais eu de diffusion en prime time. Parce que je pense qu'ils sentaient que l'enquête, on n'apprenait pas grand-chose, mais il y avait tout. Ils avaient acheté des produits dopants au docteur Mabuse, et ils s'étaient aperçus qu'il y avait Jérôme Coppel qui était dans le coup. Jérôme Coppel qui commence le Tour de France sur AMC, comme quoi on a du mal du côté des journalistes, quand on recrute un mec comme Jérôme Coppel, quand on recrute un mec comme Jérôme Pinault, derrière critiquer Pogacar, je trouve ça un petit peu fort de café. Mais voilà, donc cette affaire Ineos qui va peut-être un petit peu pourrir l'ambiance autour de l'équipe anglaise dans les jours à venir. L'équipe anglaise qui n'a jamais été très sympathique avec les journalistes, de toute manière, dans les années précédentes. Donc voilà, ça faisait depuis 3-4 jours qu'il fallait que j'en parle. À chaque fois, j'ai souvent oublié, pour tout vous dire, parce que ça fait partie des trucs que je note pas toujours. Mais voilà, du côté de la Ineos, on a commencé avec la Ineos avec la voiture. On finit avec la Ineos, avec cette affaire. Je sais pas si vous avez vu également, en parlant de dopage, le tweet de Laurent Jalabert. C'est la pire réflexion du monde. Enfin, de toute façon, Laurent Jalabert. Mais je sais pas si vous avez vu, il a dit en gros que les gens, ils aimaient pas Pogacar parce qu'ils étaient jaloux et que ça, en fait, la réussite de Pogacar, ça leur remettait en tête leur propre échec. Ça a été un peu la réflexion autour de Laurent Jalabert. Alors moi déjà, je dirais à Laurent Jalabert, quand on n'a pas été foutu d'avouer à la télévision française qu'on s'était dopé, alors qu'on a toutes les preuves comme quoi cette personne-là s'est dopée, alors que Jackie Durand l'a avoué, même si ça a mis du temps, que Richard Virenque l'a avoué, même si ça a mis un petit peu de temps, je pense que dans ce genre de cas, on ferme sa gueule parce que cette personne-là ne devrait pas commenter le cyclisme. Parce que moi, que des personnes disent s'être dopé, ça me gêne pas, mais lui n'a même pas avoué s'être dopé, n'a même pas dit qu'il s'était dopé. Alors qu'on sait tous qu'il s'est dopé à l'EPO pendant cette période-là. Donc, moi, ça me gêne pas à partir qu'un mec dise s'être dopé, à partir du moment où il le dit. Après, ça me gêne pas qu'il commande des courses, en gros, parce qu'il l'a dit, et moi, je pars du principe qu'on peut avoir une rédemption. Voilà, qu'on n'est pas accusé à vie. Voilà. Lui, il n'a même pas avoué. Lui, il n'a même pas osé avouer. Et pourtant, face à lui, c'était Laurent Delahousse. Hein. Donc, au niveau interview, Laurent Delahousse, c'est pas Jean-Jacques Bourdin. Hein. Ça, j'ai trouvé ça déjà extraordinaire. Et ensuite, cette réflexion-là, ce qui est une réflexion en plus typiquement, on va dire, de mec, tu vois bien qu'il vote pas Mélenchon, lui. Mais je me dis, mais c'est complètement stupide. Non, les gens... alors moi, vous savez que je suis pas toujours d'accord avec des gens qui accusent, encore une fois, qu'on émette des doutes. Oui, pour moi, les doutes, on les garde pour soi. Si certains veulent les déployer au grand jour, qu'ils utilisent le conditionnel. Encore une fois, d'autres, c'est pas des doutes, ce sont des accusations. Il n'y a plus de doute. Quand je vois encore certaines phrases dans les commentaires, c'est plus du doute, c'est de l'accusation. Je rappelle que les accusations dans ce genre de cas, si c'est faux, c'est de la diffamation. Il faudrait même que les gens se méfient avec les pancartes sur le bord de la route, hein, par exemple, parce qu'on peut vous attaquer pour diffamation, hein, si les mecs de UAE sont assez énervés. Notamment, parce que ça vise Pogacar, il peut... et comme on a les images de télévision, on voit vos trombines, hein, donc on peut vous repérer facilement. En cas de... Voilà, donc faites vraiment gaffe, parce que ça, c'est... Et ça peut être... Alors, c'est diffamation, et ça peut même être injure publique, parce qu'on peut considérer que dopé, c'est une insulte pour un sportif. De dire qu'il est dopé, c'est une insulte. Donc ça peut être considéré comme injure publique. Alors vous regarderez les accusations du côté, ce que vous pouvez prendre au niveau du tribunal. Je pense que ça va vous refroidir un petit peu, voilà, dans ce genre de cas. Pour ceux qui font des accusations. Mais cette phrase de Jalabert, je la trouve catastrophique. Non, les gens, ça les emmerde qu'il y ait une domination, ils considèrent que c'est des performances qui ne sont pas humaines, mais ça ne les renvoie pas à leur échec
Et en plus, ça serait croire que 90% des gens, mais c'est l'impression qu'ont beaucoup de sportifs, qu'il n'y a qu'eux qui ont réussi dans la vie, et que en fait, un mec qui est boucher, pâtissier, enfin qui est pâtissier ou qui est boucher, le fait d'être boucher, c'est pas une réussite dans la vie. Bah si, tu peux être content d'être boucher, ça pouvait être ton objectif de vie. Ça, c'est le cas de beaucoup de sportifs, hein. On avait vu notamment des cas avec Tony Parker en interview, ce genre de choses, où tu as des mecs, surtout quand tu sais comment gère ses affaires Tony Parker, certaines personnes, je pense, avant de parler, devraient vraiment fermer leur gueule. Ça leur éviterait de raconter des conneries et d'avoir des problèmes ensuite. Mais ça va relancer en fait le débat que quand t'es sportif, t'es débile. Parce que c'est vrai que normalement, quelqu'un d'intelligent ne fait pas ce genre de déclaration. Et du côté de Laurent Jalabert, moi je comprends toujours pas comment il commente encore des courses de cyclisme du côté de France Télévisions. On passe du côté des différents classements, rapidement pour finir. Pogacar, donc, n'a pas gagné l'étape, mais toujours en tête du général. Tim Wellens a remporté l'étape devant Campenard, Alaphilippe, Van Aert et Axel Laurence. Jordan Gégat, 8ème, qui reprend un petit peu de temps au classement général, mais qui ne change pas de place, vu qu'il y avait également Carlos Rodriguez dans cette échappée. Carlos Rodriguez qui finit 19ème parce qu'il a roulé un petit peu pour Axel Laurence sur la fin pour le sprint. Du côté donc du classement général, Pogacar toujours en tête, les mêmes écarts on va dire entre les coureurs du top 8. Carlos Rodriguez se rapproche un peu à 18 minutes 26. Ben Eli est 10e, Jordan Gégat est 11e. Du côté du classement du maillot vert, Jonathan Milan est en tête, mais il n'a pas pris de points aujourd'hui. Van Der Poel désormais est 3e et revient un petit peu sur Pogacar, 13 points d'écart entre les deux, et vous avez Guermey et Merlier qui complètent le top 5. Le classement de la montagne n'a pas changé, Martinez devant Pogacar et Arensman, car le seul qui a pris des points c'était Lutsenko, c'était des coureurs comme Lutsenko, mais qui étaient déjà assez loin du côté de ce classement de la montagne. Je crois que Storer aussi a pris un point aujourd'hui. Le maillot blanc, Lipovic, Olny, Vauclin, Rodriguez, pas de changement. Et puis du côté du classement par équipe, la Visma, toujours en tête devant la UAE, la Red Bull est 3ème devant Decathlon et Arkea. Et on voit que c'est très serré pour cette 3ème place du côté du classement par équipe. Et pas de changement non plus du côté des positions. Peu de changements, voilà. C'est la Red Bull qui gagne de place. Sinon, il y a assez peu de changements du côté de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!